on va passer aussi à Emmanuel Laurent, qui est contributeur au Centre de la mine. C'est un tiers-lieu d'expérimentation des transitions par les communs à Lyon, impliqué aussi dans le MSER, qui est le mouvement pour des savoirs engagés et reliés, c'est-à-dire pour créer des liens entre les chercheurs et acteurs de la société, et voilà, pour contribuer et orienter les activités de la science vers les crises globales et les transitions écologiques et sociales. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux d'intervenir ici et pour préciser la présentation que Mélissa vient de faire de moi, je suis chercheur indépendant au sein de la mine, au sein de l'association. Alors, mon intention sur cette présentation, c'est plus d'ouvrir un sujet de recherche, poser un peu quelques problématiques auxquelles on est confronté dans les acteurs low-tech, plutôt que de présenter un projet de recherche abouti. Et c'est un travail que j'ai amorcé et que j'ai pu avancer en échangeant avec quelques chercheurs, notamment dans le domaine de l'économie et du droit. Et je les remercie pour leur échange et pour les éléments qu'ils ont pu m'apporter. Et l'idée, c'est de poursuivre le travail sur ces aspects économiques, juridiques, sachant que c'est pas du tout mon cœur d'activité. Moi, je suis un praticien des communs au sein de la mine et au sein d'autres écosystèmes, et je suis un ingénieur en fait de formation. Donc en fait, on a besoin, je pense collectivement, d'avoir d'autres ressources. Hop. Alors les communs, pour petit rappel ou pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, l'idée des communs, c'est un concept où ce qu'on cherche à faire, c'est à gérer des ressources qui peuvent être matérielles, comme un lieu ou comme une machine, ou immatérielles, comme un logiciel ou des documents, des textes ou des photos. Pour gérer ces ressources, en fait, l'idée, c'est qu'on s'intéresse à une communauté qui va utiliser ces ressources-là. Et dans la communauté, on met toutes les personnes qui sont concernées par cette ressource-là. C'est pas juste ceux qui travaillent dessus, c'est vraiment tous les gens qui sont impactés. Et si on prend, par exemple, des activités économiques, on va inclure des clients, des fournisseurs dans la notion de communauté. Et pour faire en sorte que tout ce petit monde fonctionne, eh ben, on s'appuie sur des règles de gouvernance qu'on met en place et qu'on met en place ensemble. C'est-à-dire, c'est pas juste les gens qui vont gérer la ressource qui vont les mettre en place, c'est tous les acteurs qui vont interagir autour de cette ressource. Donc, par exemple, le pad qu'on utilise aujourd'hui pour documenter la journée, bah, quelque part, c'est un commun immatériel. On s'est mis ensemble pour pouvoir l'alimenter. Puis d'autres personnes vont juste le lire, et en fait, c'est pas forcément gênant dans l'esprit. Alors, sur les communs de la connaissance dans le domaine low-tech, j'ai listé ici quelques ressources, quelques textes qui existent, et en particulier quelque chose que vous pouvez connaître, c'est le wiki de Low-Tech Lab qui rassemble un ensemble de ressources pour fabriquer des systèmes low-tech. Et puis il y a une plateforme qu'on vient de créer avec Sacha Odank, qui s'appelle l'autre.org, où l'idée c'est d'aller rassembler un ensemble de ressources plutôt à caractère pédagogique, scientifique, mais aussi d'ingénierie, avoir une espèce de portail qui rassemble un ensemble de ressources. Donc c'est un endroit où on trouve des communs, et c'est aussi un endroit qui est un commun en tant que tel, puisque chacun peut contribuer en fait à ces ressources-là. Alors, pour gérer ces communs, on a besoin en fait un petit peu de structurer les choses, comme j'ai présenté au tout début, et entre autres, ce qu'on utilise, c'est des licences libres. C'est des licences qui viennent du monde plutôt culturel, logiciel, numérique. Et l'idée, en fait, c'est de favoriser le partage de la connaissance, mais de cadrer un petit peu les choses. Donc l'idée, c'est de donner le droit de réutiliser, de transformer, de modifier, de repartager des communs de la connaissance ou des communs de manière plus générale. Et on a un petit système en fait relativement simple à utiliser, mais qui est un cadre légal. C'est un cadre qui permet vraiment de porter des actions en justice si jamais c'est nécessaire, et c'est déjà arrivé. Alors là, j'ai pris l'exemple des licences Creative Commons, qui sont les licences les plus courantes qu'on peut trouver, les licences libres les plus courantes qu'on utilise. Et le système des licences Creative Commons, c'est d'avoir un ensemble de critères qu'on va pouvoir combiner pour aboutir à différentes modalités de fonctionnement. Donc c'est les petits schémas qu'on a ici, je ne vais pas tous les détailler, mais il y a des critères qui sont très très libres, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de modifications en fait et de repartage, et d'autres cas en fait on peut pas le faire, c'est un peu plus restreint, et ça dépend du choix en fait des créateurs de ces ressources-là. Alors il y a une autre catégorie de systèmes juridiques en fait pour partager de la connaissance et pour pouvoir l'utiliser, c'est les brevets. Vous les connaissez à peu près tous. Juste quelques petits éléments pour un rappel. Les brevets, ça a été créé il y a presque 2 siècles. C'est un système qui a été créé il y a 2 siècles
avec l'idée initiale d'aller favoriser le partage de la connaissance. C'était vraiment l'esprit initial en fait du système du brevet. Et en échange de ce partage de connaissances de la part d'un inventeur et aussi de gens qui voulaient avoir des activités économiques, il y avait un privilège d'exploitation qui était donné en échange en disant vous avez le droit d'utiliser en particulier la connaissance que vous avez brevetée. Aujourd'hui, l'usage actuel, il y a encore ce droit d'exploitation privilégié. Par contre, c'est plus du tout un outil, ou très très peu un outil pour partager la connaissance. C'est pas adapté. Si vous avez lu des brevets, vous vous êtes rendu compte qu'un brevet c'est immonde à lire. C'est pas du tout agréable. Par contre, c'est un outil juridique qui sert soit à protéger des inventions, soit à bloquer aussi des développements économiques de la part de concurrents. Alors, sur l'usage des licences libres, je reviens sur ce domaine-là puisque c'est celui qui nous intéresse dans le domaine des low-tech. Je me suis rendu compte qu'il y a une confusion qui est faite sur la façon d'utiliser ces licences libres. Ici, j'ai pris l'exemple de l'atelier paysan, une coopérative qui aide les paysans à fabriquer des machines agricoles. Ils ont un bureau d'études sur lequel ils développent des machines pour pouvoir les fabriquer derrière. Et là, j'ai pris l'exemple d'un plan de machine agricole, peu importe la machine. Et ces plans, l'idée de l'atelier paysan, c'est de les repartager sur leur site web gratuitement. Ils en ont plusieurs centaines qui sont accessibles. Et sur tous les plans, ils rajoutent un logo, donc une licence Creative Commons sur ces plans-là, avec certains critères. Ce qui est important de noter en fait dans ce choix, c'est qu'ils ont mis ce critère NC, qui veut dire non commercial. Leur envie, c'est de dire qu'ils ne veulent pas avoir d'activité commerciale avec ce plan. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ce qu'ils cherchent, c'est que les plans soient utilisés, diffusés, et diffusés gratuitement. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement classique en fait des licences Creative Commons, des licences libres, de permettre la diffusion gratuite et la réutilisation gratuite. Pour autant, à partir de ce plan, on peut avoir une activité économique. C'est-à-dire typiquement, si moi si je travaille le métal, si je fabrique des machines, je peux très bien prendre ce plan, fabriquer la machine et la revendre derrière. Et ça, c'est aussi autorisé par la façon dont c'est organisé, malgré le fait qu'ici, il y a un critère de non commercial. Et en fait, la confusion qui est faite dans l'usage de ces licences libres, c'est qu'il faut distinguer la licence qui est appliquée sur le plan ou sur le document, la façon dont il est protégé, et la façon dont on peut le rediffuser, faire du commerce ou pas avec, de l'activité économique qu'on fait sur la base du contenu du plan. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait très peu traité et qui pose, je pense, un vrai problème. Alors pourquoi on est arrivé un peu à cette problématique-là? C'est que les licences Creative Commons ont été initiées pour protéger des documents qui sont essentiellement immatériels, des photos, des musiques, des films, et ainsi de suite, et pas avec un esprit de fabrication derrière sur la base de ces plans. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important à conserver en tête et qui sera à travailler. Donc ça reprend à peu près ce que je viens de raconter. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les licences libres, ça va protéger un document, ça va protéger le support en fait de la connaissance, mais ça protège pas, ça cadre pas les activités économiques qu'on peut avoir à partir du contenu du plan, surtout quand on a de la fabrication. Alors qu'un brevet, le texte, il est librement accessible, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ça permet de cadrer une activité économique qu'on va pouvoir à partir du contenu du brevet. Donc le propriétaire du brevet, il peut autoriser ou pas des activités économiques de la part de ses concurrents ou toute autre personne. Alors pour prendre un exemple de ce qui peut se passer quand on n'a pas complètement ça en tête, je reviens à l'atelier paysan. Ça, c'est une de leurs machines qui est mise en plan, qui est utilisée, qui est fabriquée. Il y a un plan qui est accessible librement avec une licence Creative Commons. Et en fait, il y a une entreprise, Kuhn, qui fait des machines agricoles, qui tout simplement a repris un plan et a fabriqué en série la même machine. Ils ont juste un petit peu modifié le design, mais ils ont fait la même machine. Et en soi, en fait, le fait d'avoir fait ça, c'est pas interdit. La façon dont les licences sont posées, c'est complètement autorisé. Par contre, ils n'ont pas du tout cité l'atelier paysan dans leur communication. Ils n'ont pas mentionné le travail qui a été fait. Ils n'ont évidemment pas versé de forme de royalties ou autre à l'atelier paysan pour le travail de développement qui a été fait en bureau d'études. Ils n'ont rien fait de tout ça. Ils sont juste appropriés de façon sauvage
ce qui a été produit. Et ça, en fait, ça pourrait se reproduire sur tout ce qu'on fait en low-tech, où on met des plans sous Creative Commons. Donc je pense qu'il y a un certain risque, et puis il y a tout un tas de déséquilibres en fait que je vais un petit peu détailler. L'atelier paysan dans ce cas-là, ils ont mentionné dans leur newsletter en fait cette problématique-là. Pour l'instant, ça ne leur pose pas plus de problèmes que ça en termes d'éthique. Par contre, ils disent c'est pas très fair-play. Et puis en fait, toutes les valeurs que l'atelier paysan défend, en fait, ils s'en foutent un petit peu. Ça les intéresse pas. Eux, ils veulent juste produire des machines. Là, j'ai d'autres exemples, mais je vais les passer parce que ça va prendre un peu trop de temps. Mais ça a toujours un peu l'esprit de dire les dérives qu'on peut avoir. Alors, des licences libres, là j'ai parlé des Creative Commons, mais en fait il y en a pas mal d'autres qui existent. Ça, c'est un tableau que j'ai repris d'un article qui donne un ensemble de licences. On ne va pas les passer tous en revue, ça serait beaucoup trop long, mais j'en ai quand même sorti 3 qui me paraissent intéressantes à regarder. Alors la première, c'est les licences à usage. Donc c'est une forme de licence qui est encore assez expérimentale, qui a été développée par Alexandre Monin, où l'idée initiale, l'idée du travail, c'est d'aller cadrer l'usage scientifique des travaux. C'est de dire, on est chercheur, on travaille sur quelque chose, on n'a pas envie qu'un travail serve à faire n'importe quoi. Donc, l'idée, ça serait de dire, d'autoriser ou d'interdire certains usages de travaux scientifiques. Et en particulier, Alexandre Monin, ce qui le motivait dans ce travail-là, c'est de dire, on a envie que les gens qui vont utiliser des travaux scientifiques qui sont protégés par cette licence-là, ils s'engagent dans une forme de redirection écologique. Donc ils mettent dans la licence, ils vont créer un texte pour dire quelle forme d'engagement ils prennent, peut-être des formes quantifiées, peut-être des plannings, peu importe. Mais l'idée, c'est de s'engager dans cette direction-là et de ne pas aller utiliser les travaux scientifiques dans le solaire pour aller, par exemple, émettre davantage de carbone dans je ne sais quelle technique. Donc il y a un site web qui décrit un peu plus ces éléments-là. Et on pourrait imaginer d'étendre cette forme de licence à des travaux non scientifiques, à des travaux plus d'ingénierie et de R&D. Ensuite, il y a une autre licence qui me paraît intéressante, c'est la Peer Production Licence, qui a été développée par une fondation qui est active sur les communs. Et l'idée, c'est que les produits ou les plans qui sont licenciés sous cette forme-là ne peuvent être utilisés que par des entreprises qui appartiennent à leurs salariés, donc typiquement des coopératives, et qui vont reverser des profits, les profits éventuels, aux salariés propriétaires de l'entreprise. Donc pas des entreprises de type capitaliste. Alors en l'état, cette licence-là, telle qu'elle est rédigée, je pense qu'elle est limitée aux usages immatériels, comme les Creative Commons. En fait, c'est la même problématique-là. Mais il faudrait avoir le regard d'un juriste sur la licence pour être sûr de cette situation. Une troisième catégorie de licences qui est intéressante, c'est la famille des licences à réciprocité. L'idée, c'est de lutter contre une utilisation commerciale abusive, comme c'est le cas de l'exemple avec l'atelier paysan et avec Kuhn. Et en gros, si je schématise un petit peu, c'est de dire, si tu utilises une connaissance qui est licenciée avec cette licence-là, et que tu ne contribues pas en ajoutant de la connaissance, eh ben, tu payes. Et en soi, ça peut être un mode de fonctionnement, une modalité de fonctionnement. Ça peut permettre d'avoir des financements pour pouvoir développer des projets qui ensuite sont relâchés sous des formes libres. Alors il y avait une licence qui s'appelle la FabLib, qui a été développée il y a une dizaine d'années, qui reprenait cette option-là, et qui, à ma connaissance, le développement n'a pas été poursuivi, mais ça pourrait être assez intéressant pour être retravaillé sur nos contextes low-tech. Alors pour poursuivre un petit peu, pour tirer le fil un petit peu de ces histoires de partage de connaissances sous des formes libres, j'ai schématisé, c'est très très grossier, comment une organisation aujourd'hui fonctionne sur des aspects d'usage de connaissances et de R&D. Donc quand on a une organisation, une entreprise, une association qui a une activité économique ou qui veut avoir une activité économique et qui voudrait prototyper quelque chose, elle va aller chercher la connaissance qui va se trouver dans des publics scientifiques, dans des brevets éventuellement, en inspiration ou en achetant des brevets, ou des plans en open source, va faire de la R&D, va avoir de l'activité économique à partir de cette R&D, et va, dans l'esprit des démarches low-tech, relâcher la connaissance, partager la connaissance qui a été produite sous des formes libres. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on commence à avoir, on a eu des exemples aujourd'hui, et
ce qui se passe en fait de manière un peu schématique, c'est qu'on a des organisations côte à côte, qui éventuellement interagissent, qui ont ces modes de fonctionnement qui chacune relâchent de la connaissance. Et puis on a des structures aussi qui ne relâchent pas de la connaissance ou qui ne la relâchent que partiellement, pour différentes raisons qui peuvent être défendables, hein, c'est pas une idée de critiquer, mais on a c'est un peu cette situation. Alors je vais détailler un petit peu après. Sur les modèles économiques de l'open source hardware, on a des exemples qui ont été étudiés, qui ont été présentés par Isabelle. Il y a de la documentation qui existe. On a aussi quelque chose qui s'appelle l'économie de la connaissance ouverte, qui est plutôt une approche qui se base sur des brevets, mais où l'idée c'est quand même de faire en sorte que la connaissance circule et soit partagée. Il y a pas mal de publications qui existent là-dessus. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'économie de la R&D sur les low-tech, à ma connaissance, il n'y a pas des masses de choses qui existent, et c'est encore un truc qui serait à travailler, parce que c'est une des clés si on veut pouvoir développer d'autres systèmes low-tech. Et puis il y a une autre problématique qui se pose, c'est le partage des valeurs entre tous les acteurs contributeurs, entre les inventeurs, les gens qui sont en association, les gens qui sont dans des tiers-lieux, les entreprises. C'est comment répartir un peu la valeur pour faire en sorte que l'ensemble puisse fonctionner, puisse perdurer. Je vous invite à lire ce petit article de Geneviève Fontaine, de financer les communs sans abîmer le commun. En fait, quand on commence à mettre de l'argent dans des aspects du commun, ça peut poser des problématiques si on se coordonne pas correctement. Et c'est un article aussi qui parle un petit peu de la mise et de nos pratiques sur les communs. Alors un exemple, enfin un autre élément, je reviens sur les brevets. Il y a une sorte d'inspiration, ça s'appelle les patent pools. L'idée des patent pools, c'est un ensemble d'entreprises qui vont se mettre ensemble un ensemble de brevets pour pouvoir négocier notamment un aspect unique à cet ensemble de brevets. C'est plus facile que de négocier un accès l'un après l'autre. Et puis ça permet d'avoir, se mettre d'accord sur un consortium d'entreprises plutôt que de se faire la guerre. Et c'est ça, un des intérêts, c'était ça. C'était l'idée d'éviter les blocages réciproques d'entreprises qui possèdent des brevets. Et il y a des moments où ça ne fonctionnait plus du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des blocages. Et c'est beaucoup le cas dans des entreprises où il y a beaucoup de brevets qui sont en jeu, par exemple dans l'automobile ou dans l'électronique. Donc c'est un principe qui a été utilisé, qui est encore utilisé aujourd'hui. Et pareil, il y a un article aussi qui reprend un petit peu l'historique et comment ça fonctionne. Alors pour faire une remise en perspective de ce que je viens un peu de balayer, de vous raconter, les entreprises, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, elles sont nécessaires si on veut pouvoir faire du passage à l'échelle des systèmes low-tech, si on veut pouvoir les déployer. Peut-être que plus tard, il y aura d'autres formes, d'autres structurations, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire. Par contre, l'objectif d'une entreprise, c'est ce qu'on apprend dans tous les manuels d'économie, c'est quand même de faire du profit. C'est ça le but. C'est le but premier, en fait. C'est ça qu'on assigne, en fait, aux entreprises. Donc ça pose tout un tas de problématiques de mise en concurrence, de création de marchés artificiels, de création de produits artificiels. Enfin, on l'a évoqué aussi ce matin. Alors qu'en fait, dans la démarche low-tech, l'idée, c'est pas d'aller faire du profit. Du moins, c'est pas l'objectif premier. C'est plutôt dans une posture technocritique, de se poser des questions sur les matériaux qu'on utilise, les solutions techniques, est-ce que c'est pertinent ou pas, de se placer dans des contextes de raréfaction de ressources matérielles, énergétiques, et puis de s'inscrire aussi peut-être dans un cadre de changement climatique et de comment on peut adapter la société. Donc on voit quand même qu'il y a une grosse différence entre ces deux démarches-là. Et peut-être qu'on pourrait essayer, si je reviens sur mon schéma de comment les entreprises sont organisées, essayer de fonctionner un petit peu différemment. Ce que je propose et qu'il faudrait encore travailler, c'est de s'appuyer sur les pratiques de commun, et c'est de dire ce qui serait bien, c'est que les connaissances qu'on utilise pour faire des objets low-tech, pour faire des produits, et celles qu'on produit, ça serait de réellement les traiter en commun. C'est-à-dire d'avoir vraiment un ensemble en fait, de ressources, et d'avoir quelque chose qui soit un peu coordonné, et ça n'empêcherait pas d'avoir autour des organisations qui vont avoir des activités économiques et qui vont pouvoir piocher, en fait, s'appuyer sur ces communs et pouvoir surtout réinjecter en fait ce qui est produit dans le commun. Donc là, ça nécessite en fait c'est très très schématique, mais ça nécessite de s'organiser différemment et d'avoir en fait d'autres outils, des outils qui n'existent pas vraiment à mon sens. Alors pour poursuivre un petit peu la remise en perspective avant de conclure.
En fait, si on a cette approche-là, si on essaie de s'organiser un petit peu comme ça peut changer un petit peu le paradigme des entreprises. Ça va plus être juste faire des produits et répondre à des besoins, mais ça va être plutôt d'aller s'inscrire dans d'autres problématiques. Alors là, j'ai mis quelques références biblio qui peuvent alimenter la réflexion, mais il y en a d'autres. Et la proposition, en fait, dans ce que je vous fais, ça serait de dire qu'on pourrait s'appuyer sur des pratiques et sur des outils autour des communs. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées sur les communs. C'est en particulier Elinor Ostrom qui avait travaillé là-dessus pendant quelques décennies et qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009 pour ses travaux. Et elle avait posé le concept des common pool ressources, où l'idée, c'est de considérer que des ressources qui étaient plutôt pour elle des ressources matérielles, sur des forêts, des terrains, des rivières, c'est plutôt de les traiter de manière globale, comme un tout, et que c'est des ressources en fait qui interagissent, et de pouvoir avoir en fait une approche globale pour une problématique globale de changement climatique. C'était ça qu'elle avait posé. Et en fait, quand on voit ce concept-là, on pourra un petit peu le rapprocher des pattern pools dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je ne dis pas qu'il faut faire un parallèle exact. Hein. L'idée, c'est d'avoir un petit peu une similarité et de dire on pourrait traiter les choses de façon globale plutôt que de juste avoir des connaissances côte à côte qui sont même partagées avec des licences libres. Pour aller lire aussi le discours d'Elinor Ostrom lors de sa remise de son prix Nobel, qui explicite le CPR, le Common Pool Resource. Ça permet de bien comprendre les choses et le texte est assez court. Pour conclure sur ce que je viens de vous présenter, je pense qu'il faut qu'on travaille sur cet aspect de distinction entre qu'est-ce que protègent les licences libres et qu'est-ce que protègent des brevets, et de comprendre en fait que les champs sont différents et de mieux caractériser ça. De travailler donc ces licences libres, d'avoir des licences qui soient adaptées en fait à nos problématiques low-tech et à nos problématiques de production. Et en parallèle, enfin en lien, il faudrait raisonner de la connaissance partagée comme des communs, et de la raisonner en fait comme un ensemble, et pas juste comme des connaissances côte à côte, et donc il manque des outils juridiques pour ça. Il y a du travail à faire. Et pareil en lien, il faut retravailler la redistribution des valeurs entre les gens qui vont aller expérimenter, les inventeurs, les gens qui vont, les entreprises, les entrepreneurs, enfin tous les acteurs en fait du domaine, pour faire en sorte que les uns et les autres on puisse s'y retrouver, et notamment qu'on puisse continuer à faire des développements en R&D sur ces systèmes low-tech qui puissent derrière être produits. Voilà, je vous remercie.